Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous, on commence cette édition en Syrie. Cela fait maintenant 4 heures que le cessez-le-feu a pris effet selon le plan russo-américain. Les combats ont effectivement cessé dans la plupart des régions de l'ouest de la Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté la résolution à l'unanimité vendredi. Celle-ci appelle les parties au conflit à se conformer à l'accord de Genève. La demande était inclue dans une résolution rédigée par la Russie et les États-Unis. Le médiateur Staffan de Mistura dit qu'il veut faire repartir les pourparlers de paix dès le 7 mars. Monsieur de Mistura dit que les pourparlers se feront avec des représentants du gouvernement syrien et de l'opposition, ainsi que des groupes d'individus associés aux rencontres de Moscou et du Caire. Aucun doute, beaucoup de gens veulent faire déraper le processus, mais nous y sommes prêts. Nous ne nous laisserons pas impressionner. Nous allons voir tous les problèmes et certainement obtenir la fin des hostilités. Le représentant permanent de la Chine auprès de l'ONU, Liu Jie, a déclaré que seule une solution politique peut résoudre la crise syrienne. Lui a ajouté que ce principe fondamental devrait être préservé en toutes circonstances. Toutes les parties impliquées en Syrie doivent appliquer scrupuleusement les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que l'accord conclu lors de la réunion des envoyés du groupe de soutien international à la Syrie, l'ISSG. Il devrait privilégier les intérêts de la Syrie et de son peuple en engageant des pourparlers de paix dès que possible et en laissant le peuple syrien décider du futur de leur pays. Tandis que les grands pays de la région devraient mettre fin à toutes les accusations mutuelles et prendre des mesures pratiques pour éviter l'aggravation de la situation. Ils devraient plutôt jouer un rôle constructif afin de mettre en œuvre l'accord de cessation des hostilités et étendre le champ d'activité de l'action humanitaire. Les Iraniens ont voté nombreux et dans le calme vendredi lors d'un double scrutin déterminant pour la poursuite de la politique d'ouverture du président modéré Hassan Rouhani qui espère asseoir son autorité face aux conservateurs. Les bureaux de vote à l'élection du Parlement et de l'Assemblée des experts qui nomment le guide suprême ont fermé tard après 4 heures de prolongation dans les régions et près de 6 heures à Téhéran. Tout au long de la journée, de nombreuses files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote des grandes villes, dont Téhéran, signe de l'intérêt suscité par ces élections. Les résultats globaux et définitifs, qui devront être confirmés par le puissant Conseil des gardiens de la Révolution, ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Les élections en Iran sont les premières depuis la conclusion en juillet d'un accord entre les grandes puissances et Téhéran sur le programme nucléaire iranien. Les Iraniens étaient appelés à élire les 290 membres du Parlement et les 88 sièges de l'Assemblée des experts, deux instances dominées par les conservateurs. Une compétition féroce pour les 290 sièges du Parlement iranien. Cela fait 4 ans que les dernières élections législatives ont eu lieu. Les citoyens se rendent aux urnes avec plus de 6000 candidats à des mandats de 4 ans. C'est un record historique. La bataille politique se fait entre conservateurs et réformistes. Chaque parti bande ses muscles pour obtenir une majorité. Beaucoup croient que les conservateurs ont l'avantage, comme ces 12 dernières années d'ailleurs. Mais le président réformiste Hassan Rouhani a changé le spectre politique en 2013 avec son élection. Et ses supporters sont désormais assez enthousiastes à l'idée de défier les conservateurs. Un parlement ami devrait ainsi paver la voie pour une réélection de Hassan Rouhani l'an prochain. Un analyste pense que tout est lié à l'économie. Maintenant que les sanctions sont levées, le prix du pétrole n'est pas très élevé. Mais le président Rouhani est capable d'améliorer l'économie et devrait être réélu. L'Iran a eu un rôle majeur dans la région depuis l'accord nucléaire de juillet. Le résultat de l'élection est surveillé par non seulement les Iraniens, mais aussi les étrangers du monde entier. Quel que soit le résultat, les décisions prises auront des conséquences importantes pour le pays. Le sort de l'Iran en dépend. Un responsable du ministère américain des Affaires étrangères est arrivé en Corée du Sud tôt dans la matinée de vendredi.
Le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires de l'Asie, de l'Est et du Pacifique, Daniel Russell, a rencontré le ministre coréen des Affaires étrangères, Yoon Byung-se, et le vice-ministre coréen des Affaires étrangères, Kim Hong-kyun. Russell est arrivé en Corée du Sud après que les États-Unis ont présenté jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution qui renforcera les sanctions contre la Corée du Nord en réponse à ses récents essais nucléaires et tirs de fusées. Si le projet est approuvé, il deviendra le régime de sanctions le plus sévère de ces 20 dernières années. C'est un moment important. Je suis fier de cette coopération phénoménale, de la coordination entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui a donné lieu à ce projet de résolution. Et plus important encore, cette stratégie a donné lieu à un consensus international. La pression a raison d'être. Et l'objectif est d'emmener la RPDC à reconnaître que leur issue est la dénucléarisation et le respect des obligations internationales. Nous sommes très proches de l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité. Nous pensons que cette résolution assortie de sanctions sera l'une des plus robustes et efficaces de l'histoire des Nations Unies. Avec cette résolution assortie de sanctions individuelles, et ainsi que la pression exercée par la communauté internationale, qui a pour but de pousser la Corée du Nord à réaliser qu'elle n'a d'autre choix que de changer sa stratégie et sa ligne de conduite. Le groupe somalien Shebab a fait exploser une bombe devant un parc près d'un hôtel à Mogadiscio, tuant au moins 9 personnes et blessant un grand nombre d'autres. Les combattants du groupe islamiste des Shebab ont fait exploser une bombe vendredi devant un parc près d'un hôtel de la capitale. L'explosion a provoqué de la fumée dans la ville. Au moins 9 personnes ont été tuées. Le major de la police Ahmed Abdullaria dit qu'il a compté au moins 9 morts. Et selon lui, les assaillants ont été tués par la police. Al-Shabaab dit que ses combattants sont derrière l'attaque et aussi qu'ils ont investi l'hôtel. Des murs de l'hôtel de la Ligue des jeunes de Somalie ont été endommagés et un véhicule a explosé près du parquet où se trouvaient de nombreux jeunes. Des coups de feu ont éclaté après l'explosion. Al-Shabaab a souvent pris pour cible Mogadiscio le vendredi, journée où les gens se rassemblent dans les restaurants et les hôtels avec leurs amis et leurs familles. Gianni Infantino a été élu nouveau président de la FIFA. Sa tâche sera de restaurer l'image d'une organisation sportive extrêmement corrompue. Champagne 0. Nombre total de votes valables recueillis par Gianni, 115. Un nouveau président pour le FIFA depuis 1998. Gianni Infantino succède à son compatriote suisse Sepp Blatter comme président de cet organisme très corrompu. Les 5 candidats sont arrivés confiants au Congrès. Avant le vote, de nombreuses réformes ont été adoptées contre la corruption. Toutes les réformes ont été votées à l'unanimité. L'élection présidentielle en revanche a été disputée. Chaque candidat a eu sa chance pour s'adresser à l'Assemblée. Venant d'Asie, essayant de fermer la marche entre les pays petits et grands est vital, et c'est une priorité pour nous autres, au nom de la solidarité et d'aider les petites nations. Le secrétaire général de la UEFA, Gianni Infantino, a fait un discours passionné et a promis que l'argent irait désormais dans le football. Ce n'est pas parce que l'argent de la FIFA est votre argent que ce n'est pas l'argent du président et c'est votre argent, l'argent des associations et l'argent de la FIFA qui sert au développement du football et à rien d'autre. My campaign is suspended as of now. I thank you. Le Sud-Africain Tokyo Sexwell a créé la surprise durant la campagne en la quittant les 104 candidats en lice. Et une mini-surprise a eu lieu au premier tour avec Infantino obtenant le plus de voix, à savoir 88, laissant le cheikh Salman derrière avec 85. Le prince Ali Ben Al-Hussein de Jordanie a obtenu 27 votes et le français Jérôme Champagne 7 voix. Aucune majorité claire n'a été trouvée, aussi a-t-il fallu un autre vote. Et c'est Infantino qui l'emporte avec 115 voix contre Salman. Infantino était sans voix. Il n'est entré dans la course que depuis le départ de Michel Platini.
Je veux travailler avec vous tous, de façon à restaurer et reconstruire une nouvelle ère pour la FIFA, et une nouvelle ère pour la FIFA où le football peut se trouver au centre. Sheikh Salman a été désappointé mais n'a rien laissé paraître. Je le félicite et je le soutiendrai dans l'avenir, quel que soit l'avenir, nous serons ensemble. Et on passe sans plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Elsa. Bonjour Yves. Eh bien, que nous réserve cette deuxième partie d'édition, s'il vous plaît? Eh bien, nous allons commencer avec un sujet économique et un sommet important puisque les ministres des Finances du G20 et les gouverneurs des grandes banques centrales se sont réunis à Shanghai. Cette réunion de 2 jours a débuté hier, vendredi. Les hauts responsables discutent des politiques destinées à stimuler la croissance économique mondiale et à minimiser les risques. Aujourd'hui, les ministres et les gouverneurs assisteront à une série de réunions à huis clos. Dans la soirée, la présidence organisera une conférence de presse et un communiqué devrait être publié. Vendredi, les ministres des Finances du G20 ont assisté à des séminaires de haut niveau. Ils ont exprimé leur soutien aux réformes structurelles. Des réformes structurelles, une phrase qui fait le buzz dans le monde de l'économie. En tant que pays hôte du G20 cette année, la Chine propose un système d'évaluation des réformes structurelles parmi les économies membres et ces domaines qui doivent avoir la priorité dans l'accélération des réformes structurelles. Les réformes ont été lentes dans les pays avancés et émergents et les objectifs de croissance ont été manqués. Souvenez-vous, à Brisbane, ils ont dit qu'il faut 2% de croissance en plus. Eh bien, nous avons déjà parlé de ça plusieurs fois. Nous disions que ça n'arrivait pas et maintenant ça se répète et nous devons faire mieux. Les pays doivent accélérer leur processus de réforme. En janvier, le Fonds monétaire international a baissé ses prévisions de croissance de 0,2 points de pourcentage et cela pourrait sonner la fin de l'histoire. Nous demandons aux pays du G20 d'accélérer la mise en place de la réforme structurelle qu'ils ont promise. Nous ne demandons pas d'intervention. Nous disons simplement que l'engagement qu'ils ont pris, ils doivent le mener à bien en grand et avec courage. À mesure que la croissance mondiale ralentit, un effort collectif fort et une réponse doivent être apportée. Il y a un certain nombre de sujets à aborder. La productivité, l'emploi, le changement de sexe. Des sujets centraux pour le développement et le bien-être des gens. Nous devrions coopérer davantage. Nous devrions avoir du développement dans les infrastructures. Tout ce genre de choses que le G20 a initié, et ils sont bons. La réunion des chefs financiers a officiellement ouvert vendredi soir. Et c'est à Shanghai, lors du sommet du G20, que la Banque centrale chinoise a réitéré sa position sur la réserve nationale de devises étrangères et sur le taux de change. Son gouverneur, Zhou Xiaochuan, a déclaré que la récente fluctuation des réserves de devises étrangères était raisonnable et que le taux de change du yuan face au panier des devises était stable. Les paroles du gouverneur Zhou sont écoutées avec attention par la communauté internationale. En effet, les investisseurs préfèrent obtenir des informations du chef de la Banque centrale de la deuxième économie du monde. Pour Zhou Xiaochuan, la chute de la réserve des devises étrangères n'est pas inquiétante, puisqu'elle ne générerait pas indéfiniment de capital. La réserve chinoise de devises étrangères est en mutation perpétuelle. Ce n'est pas comme un stock de pétrole qui diminue au fur et à mesure de son utilisation. Il s'agit plutôt d'un réservoir d'eau. Il y a un flux en amont et un autre en aval. Le solde correspond aux réserves de devises étrangères. Zhou Xiaochuan affirme que tout a contribué à la baisse et de préciser que la Banque centrale prendra différentes mesures dans le but d'assurer la stabilité de la réserve de devises étrangères. Une autre source d'inquiétude est le taux de change du yuan qui en début d'année a eu des hauts et des bas. Le taux normalisé de la réserve fédérale américaine avait alors exercé une forte pression sur la monnaie chinoise. Pour le gouverneur, le taux appelé taux pivot fixé quotidiennement par la Banque centrale est décidé en fonction d'un panier de devises. Ce dernier regroupe entre autres le dollar américain, la livre sterling, l'euro ou encore le yen. Le panier de devises jouera un rôle encore plus important dans la fixation du taux pivot du yuan. Le dollar demeure la première de ces monnaies.
Elle est d'ailleurs la plus représentée dans ce panier. Mais nous n'excluons pas la possibilité d'accroître l'importance d'autres devises lorsque la situation le permettra. Ce vendredi, l'agenda du chef de la Banque centrale était pour le moins bien rempli. Dans la foulée d'un discours prononcé en matinée, il a répondu aux questions de la presse avant de reprendre la direction du sommet du G20 pour des réunions avec d'autres acteurs économiques étrangers. La plupart de ces points de vue ont été évoqués dans le passé et plus récemment en début de mois. L'objectif est de rassurer les marchés sur la position de la Banque centrale chinoise et de s'assurer que celle-ci est communiquée au public de façon directe. Mais surtout, l'activité économique chinoise a des retombées. Lorsque l'instabilité du marché financier s'accentue, la communauté internationale se montre plus attentive. Le président du bureau des gouverneurs de la NDB, Antol Sulianov, affirme que la banque envisage de s'étendre une fois le moment venu. Les membres de la NDB comprennent les pays des BRICS, soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Chaque pays a souscrit 1 milliard de dollars. La banque de développement a été lancée l'an dernier, le 7 juillet, lors du sommet des BRICS, pour financer leurs projets. La Banque du Nouveau Développement se prépare pour son premier lot de financement de projets concentrés sur l'énergie durable et verte. Les responsables de la banque affirment que les propositions faites par les membres fondateurs de la banque, à savoir le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, sont des projets qui utilisent l'énergie éolienne, solaire et aquatique. L'énergie nucléaire en est totalement exclue. Chaque membre fondateur a au moins un projet sur la liste. Toutefois, les projets sont encore au stade préparatoire et je suis certain à 100% que chaque projet sera soumis au bureau des directeurs en avril en raison des problèmes techniques et de procédures d'approbation. M. Zhu dit que chaque projet à approuver sera d'au moins 100 millions de dollars. Il ajoute que certains de ces projets seront probablement libellés en yuan plutôt qu'en dollars. La banque de BRICS envisage aussi de s'ouvrir à d'autres membres. Ces dernières années, le e-commerce s'est développé rapidement en Chine, devenant un marché immense et très lucratif qu'aucune entreprise ne peut se permettre d'ignorer. Certaines entreprises indonésiennes se servent des plateformes d'e-commerce chinoises pour accéder à un marché plus vaste. L'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Sogong Harjo, est un habitué des caméras. Mais la réalisation d'un film pour une campagne marketing sur Internet est une expérience nouvelle pour lui. Jusqu'à maintenant, nous avons encore une approche traditionnelle. Nous exportons donc directement vers Guangzhou, Shanghai et Beijing, mais nous aimerions avoir un accès plus large au marché chinois et pas seulement dans les grandes villes du pays. La campagne vise à promouvoir les produits indonésiens sur Tmall, la plateforme d'e-commerce du géant chinois de l'Internet, Alibaba, qui est la mecque des chercheurs de bonnes affaires à travers toute la Chine. Je fais généralement mes achats sur Internet. C'est plus pratique et moins cher que d'aller dans les supermarchés. D'après le ministre du Commerce chinois, le marché du e-commerce en Chine s'est accru de 31,6% en 2015 pour atteindre les 3,2 billions de yuan, soit 490 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, les consommateurs chinois deviennent plus sophistiqués. Ils utilisent beaucoup leur smartphone. L'Indonésie a l'occasion de promouvoir ses produits et services directement en Chine. C'est pour cela que nous avons choisi cette plateforme sur Internet pour permettre aux produits indonésiens qui entrent en Chine de ne pas avoir à passer par des intermédiaires. La Chine est actuellement en train de passer d'une économie basée sur l'investissement à une économie basée sur la consommation. L'initiative numérique indonésienne va dans le sens de cette demande croissante des consommateurs chinois. Nous sommes persuadés que le e-commerce va être un moteur très important dans les 10 à 20 prochaines années. De plus en plus d'échanges et de transactions commerciales vont passer par Internet. Les grosses plateformes comme Alibaba vont devenir extrêmement importantes et avec le temps, d'autres plateformes apparaîtront.
Culture pour terminer. La tournée en Chine de la Royal Shakespeare Company est organisée à un moment bien particulier, puisque cette année marque le 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare, mais aussi celle du légendaire auteur dramatique chinois Tang Xianzhu. À cette occasion, le Centre national des arts du spectacle de Beijing propose une initiative culturelle croisée. Les Chinois se montrent désireux de participer à la commémoration de William Shakespeare. La tournée de la Royal Shakespeare Company comprend d'ailleurs 3 pièces de l'auteur britannique. La compagnie théâtrale présentait Henri IV, première partie, Henri IV, deuxième partie, et Henri V. Les représentations ont eu lieu au Centre national des arts du spectacle de la capitale chinoise, puis la troupe s'est dirigée vers Shanghai et Hong Kong. Pour les comédiens, le rideau tombé ne marque pas pour autant la fin de leur mission. Je pense que nous, à la Royal Shakespeare Company, sommes vraiment disposés à ne pas nous contenter de simplement venir faire une tournée en Chine, puis rentrer chez nous. Nous voulions voir s'il y avait un moyen de collaborer plus profondément. Une collaboration qui consiste aussi à organiser un atelier à Beijing au sein duquel comédiens chinois et britanniques peuvent jouer ensemble leurs textes dans leurs langues respectives. Jusqu'à maintenant, cela a été bien accueilli de la part de différentes personnes de la communauté théâtrale chinoise. Nous nous sentons donc bien intégrés. J'espère que cela sera le début de quelque chose de très enthousiasmant. De plus, la Royal Shakespeare Company a mis sur pied une initiative culturelle d'1 an baptisée Un dialogue entre l'Est et l'Ouest, Shakespeare et Tang Xianzhu. La pièce la plus représentative du dramaturge chinois, parfois appelé le Shakespeare de l'Orient, s'appelle Le Pavillon au pivoine ou Mudanting. Cette œuvre qui met en scène une intrigue amoureuse n'est pas sans rappeler l'esprit de Roméo et Juliette de Shakespeare. Cette fois, nous avons des forums de théâtre dans lesquels participent des artistes britanniques et chinois, des ateliers, des cours donnés par des maîtres. Nous souhaitons que ces activités diverses aident les participants à mieux comprendre Shakespeare et Tang Xianzhu. De plus, un nouveau travail théâtral réunissant les 2 dramaturges sera présenté en octobre. Il s'agit du fruit de la collaboration du Centre des arts du théâtre de Shanghai et de la troupe théâtrale britannique du Gecko. Aujourd'hui, la Chine est maintenant terminée et je vais repasser la parole à mon collègue Yves qui va clore ce journal. Yves, c'est à vous. Eh bien, merci Elsa pour l'ensemble de ces éclaircissements. Je vous en prie. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.